J'ai pris une feuille blanche et j'ai écrit ma démission et je l'ai présentée immédiatement à mon ex-patron, Rahmo. J'ai dit, je suis désolé, c'est pas mon projet. Pourquoi je vais réinventer la roue? J'avais une expérience très intéressante d'une société d'édition de logiciels spécialisée dans le paiement. Pourquoi ne pas créer une autre S2M? Si on veut réussir notre projet de société HPS, il fallait absolument qu'on ait une vision claire. Qu'est-ce qu'on veut? Il fallait qu'on définisse notre mission, notre ambition et notre positionnement dans ce marché. On était une société de classe mondiale, déjà. On a annoncé dès le départ. À l'époque, il n'y avait pas encore Internet, donc on l'a intégré. Il n'y avait pas le mobile, on l'a intégré. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, on les a intégrés. À chaque fois qu'il y a un nouveau canal de paiement, il faut absolument qu'on l'intègre, donc ça fait partie de notre vision. Au sein d'HPS, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a que des responsabilités. Tous les commerçants qui acceptent les cartes ou les guichets automatiques qui acceptent les cartes sont également gérés à travers notre logiciel. On n'a pas que de petits clients, on a de très grandes banques aujourd'hui où on peut dire que HPS est une véritable institution. La société est beaucoup plus forte que ses fondateurs. Les jeunes qui veulent créer leurs propres entreprises, ils ont un peu plus de chance que nous, surtout à l'accompagnement et ou à la contribution de l'écosystème pour aider l'entreprise à évoluer et à se développer. l'IA est un outil extraordinaire, c'est un assistant, mais il faut l'utiliser de manière éthique. L'échec ou le succès est événementiel. Le falah, lui, c'est différent, c'est sur le long terme. C'est une trajectoire. Donc si vos actions de mise en œuvre derrière vous laissent toujours dans la bonne trajectoire et vous avancez, c'est que vous êtes en train d'aller vers Al-Falah. Il faut donner du sens à chaque fois à ce qu'on a envie d'entreprendre et travailler pour y arriver. Monsieur Hourani, bonjour. Bonjour. Bienvenue et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous de me donner l'occasion de partager ma petite expérience. Écoutez, vous commencez par la modestie, c'est ça. Alors, aujourd'hui, on va parler de vos débuts, de ce côté, on va dire, entrepreneurial, souverain, ce que vous appelez la souveraineté individuelle, qui a commencé chez vous à un âge très très jeune. Et à 7 ans, vous avez pris une grande décision. Vous êtes lancé en tant qu'entrepreneur de votre vie, d'abord. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Parce que personnellement, ça m'a beaucoup inspiré et je trouvais que c'était extraordinaire de commencer si jeune. Et j'aimerais vraiment partager ça avec nos auditeurs parce que c'est... Très bien. Donc, déjà, je vais partager le fait lui-même. En fait, nous vivions dans une seule maison, une grande maison familiale où il y avait toute la famille, ma grand-mère, mes tantes, mes oncles, etc. Et bien sûr, mes parents. Et un jour, je ne sais pas ce qui s'était passé, donc j'avais à peu près 7 ans, ma tante et mon oncle avaient décidé de quitter la maison, la grande maison familiale, pour aller vivre séparément. Et ce jour-là, mon problème en tant qu'enfant, avec un peu de recul aujourd'hui, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas vivre sans ma tante. J'étais très attaché à ma tante. Et le fait qu'elle parte, pour moi, la seule solution pour ne pas la perdre, c'est de la suivre. Donc c'était une motivation émotionnelle. Tout à fait. Donc j'avais pas encore la maturité pour avoir une vision, pour faire des choix, je dirais, rationnels, etc. Mais c'était de l'émotion qui caractérise l'homme par rapport à l'intelligence artificielle. Et qui m'a poussé et j'ai assumé. À 7 ans, je me suis dit, j'y vais, contre la volonté de mon père, qui n'a pas accepté au départ, mais avec l'intervention notamment de ma grand-mère, etc., il a fini par comprendre. Et ça a créé une nouvelle relation entre moi-même et mes parents, je dirais, biologiques, d'un côté, et de l'autre côté, mes parents adoptifs. Et je crois que ce qui a forgé ma personnalité, c'est que j'étais toujours là quand ils étaient ensemble, l'un face à l'autre, ou les uns face aux autres. Je devais gérer ce que je disais pour ne pas fâcher les uns contre les autres, parce que je savais qu'il y avait une certaine jalousie, entre parenthèses, j'étais l'enfant de qui. Et donc, à chaque fois, quand je m'adressais à l'un des deux, par exemple, quand il y avait mes deux pères en face de moi, je n'osais pas dire père, papa, non. J'attendais à ce qu'ils me regardent
pour leur parler. Pour leur parler. Et c'est extraordinaire. Un enfant de 7 ans, après 8 ans, 9 ans, 10 ans, etc. Oui. Je pense que c'est ça qui m'a permis un petit peu de me mettre à la place de l'autre pour prendre ma décision. Tout à fait. Et en fait, vous parliez d'audace, en fait, de cette capacité, justement, à mener de front cette situation totalement indélicate et inconfortable. Absolument. Mais de l'assumer. Exact. Enfin, et de la gérer. J'étais profondément convaincu, en tant qu'enfant, que je ne pouvais pas vivre sans ma tante. Surtout ma tante, plus que mon oncle. Incroyable. D'accord. Et donc, pour moi, il fallait assumer. Donc, je devais les suivre. Et c'est ce que j'ai fait. Ouais. Et donc là, je pense, et ça a conditionné ma vie. Hein, donc, ça m'a donné une autre trajectoire dans ma vie par rapport à mes frères et sœurs, par exemple, qui sont restés avec mes parents, je dirais, biologiques. Et j'ai eu une éducation complètement différente par rapport à mes frères et sœurs. Et donc, parfois, quand on est convaincu qu'on a la bonne vision, d'accord, il faut assumer, il faut y aller, et il faut gérer. Tout à fait. Et c'est ça qui est assez incroyable, c'est comment on peut avoir ça à si jeune et continuer de l'alimenter tout au long d'une vie, en réalité, parce que c'est un peu ce que vous avez fait. La décision, elle a été prise, on va dire, sur une base émotionnelle, effectivement. Mais l'alimentation de ces décisions n'était plus que de l'émotionnel. Non, c'était devenu autre chose. Autre chose, absolument. Et c'est ça qui est intéressant. Absolument. D'ailleurs, je suis arrivé à, comment dirais-je, à une certaine maturité quand j'avais une situation aussi grave soit-elle, aussi contraignante soit-elle. Je prenais toujours de la hauteur en me disant qu'il y a un monsieur qui s'appelle Mohamed Hourani qui a un problème. Il y a un autre monsieur qui a le même nom, Mohamed Hourani, et qui doit l'aider à résoudre ce problème. Et donc, je me faisais un jeu de rôle à l'intérieur de ma petite tête pour analyser objectivement, etc. Parfois, pour réagir émotionnellement aussi. Et ça me permet d'arriver toujours à de bonnes décisions, à de très bonnes décisions. En fait, c'était pas du tout prévu qu'on prenne cette tournure de discussion, mais on va la prendre, parce qu'en fait, ce que vous êtes en train de dire à l'instant, c'est que quand on dit prendre de la hauteur par rapport à ce côté matériel de ce qu'on est, c'est-à-dire de Mohamed Hourani 1, Mohamed Hourani 2, entre parenthèses, et s'élever, en réalité, c'est de vous extraire d'une réalité matérielle, en fait, et de remonter plus haut pour se dire, c'est qui décide au final? Est-ce que ce sont mes conditions imposées par un environnement matériel, ou est-ce que c'est moi, cette intelligence supérieure, qui a la possibilité de distinguer, de regarder et de se dire, lui doit faire ci ou doit pas faire ça? Et s'il y a vraiment une particularité par rapport à cette hauteur, c'est que je me libère des émotions. Exactement. Les émotions n'existent plus. C'est la raison pratiquement à 100% qui prend la main et qui analyse de manière objective la situation, comme si ce n'était pas la mienne, ce qui n'est pas évident, bien sûr, mais c'est un exercice que je fais depuis toujours. Ouais. Mais c'est ça qui est extraordinaire, parce que quand on travaille avec les gens et quand on les aide à comprendre qui ils sont, l'exercice de prendre de la hauteur par rapport à une situation et justement de se détacher de ses émotions est un exercice qui est très fastidieux et qui prend énormément de temps. Donc, mais qui est possible. Mais qui est possible, il faut y aller, et que ça donne de très bons résultats. Absolument. Et c'est ce qui permet aussi de se mettre à la place de l'autre. Effectivement. Par exemple, quand il y a une négociation avec un client, j'essaie toujours de me mettre à la place du client. Qu'est-ce qu'il veut, sur quoi il va jouer, etc. Ce qui me permet de bien cadrer ma stratégie de négociation. Et en même temps, au fur et à mesure que la négociation avance, je corrige mes hypothèses, etc. Et donc, c'est un exercice intellectuel nécessaire, à mon avis, dans toutes les situations où on doit prendre des décisions. Exactement. Et c'est l'incarnation même de ce qu'on appelle aujourd'hui, de manière assez moderne, le leadership. Parce que on ne peut pas être leader vis-à-vis d'autrui si on ne l'est pas sur soi.
C'est-à-dire, si on n'a pas cette maîtrise de nos pensées, cette maîtrise de nos émotions, rien n'empêche de les ressentir, rien ne l'empêche de les vivre, mais pouvoir les discerner, s'en détacher, prendre du recul, et tout ça, c'est ça effectivement. C'est ça, le absolument. vrai Absolument. leadership. Absolument. Et donc, comment tout ça Absolument. a mené pour faire toute cette carrière, cette magnifique carrière que vous avez, lâcher votre poste haut placé de directeur général et créer HPS. Comment tout ça s'est enchaîné en réalité? En fait, il y a toujours un événement. Et donc là, c'est un petit peu le facteur externe qu'on ne maîtrise pas. Ouais. On est là, il y a un événement qui arrive. Bon, quand j'étais enfant, on était heureux ensemble dans la grande famille, dans la grande maison familiale. Puis un jour, je ne sais pas ce qui s'est passé, séparation. Il fallait prendre une décision. Dans le cas de S2M, en l'occurrence, où j'étais directeur général, l'événement, c'était que quand mon patron, c'est Abdelhak Andalousi, qui je dois beaucoup d'ailleurs, et je tiens à lui rendre hommage pour tout ce qu'il a fait pour moi et pour le pays. C'est lui qui a introduit la monétique au Maroc, hein. C'est grâce à lui. Et donc, à un moment donné, il voulait vendre le logiciel qu'on avait développé à S2M à une société américaine qui était une filiale d'IBM aux États-Unis, qui s'appelait FBS, sans m'en parler. C'est-à-dire, il a tout fait. Quand il fallait signer le contrat, évidemment, IBM devait faire la due diligence. Qui va répondre à leurs questions? C'est le directeur général qui connaît tout. Et donc, c'est là où j'ai appris comme quoi les choses sont déjà faites. Et je n'ai pas apprécié. Donc, c'était encore de l'émotion. Je n'ai pas apprécié. J'ai trouvé ça comme étant une trahison, entre parenthèses, que je comprenais, parce que je me mettais aussi à la place de mon patron. Peut-être que si j'étais à sa place, j'aurais fait la même chose. Donc, j'ai compris quand même sa situation, mais je me suis dit, très bien, je comprends, mais moi, je ne peux pas continuer. Il faut absolument... Donc, c'est peut-être... une forme de rupture. C'est la rupture, donc je dois faire autre chose. Et j'ai écrit ma démission immédiatement. Les Américains sont sortis de mon bureau, j'ai pris une feuille blanche, et j'ai écrit ma démission, et je l'ai présentée immédiatement à mon ex-patron, Rahmo, qui m'a dit « Non, c'est bien, c'est IBM quand même, tu auras plus de moyens, tu pourras t'épanouir encore davantage, etc. Tu peux avoir une extension beaucoup plus importante à l'international, etc. » J'ai dit « Je suis désolé, c'est pas mon projet. C'est pas mon projet. » Donc, et j'ai maintenu ma décision. Pour après, bien sûr, il fallait réfléchir, qu'est-ce qu'il fallait faire. Donc là aussi, j'ai mis sur la table plusieurs options et j'arrive à la conclusion comme quoi, pourquoi je vais réinventer la roue? J'avais une expérience très intéressante d'une société d'édition de logiciels spécialisée dans le paiement. D'accord? Pourquoi ne pas créer une autre S2M? Tout à fait. Et c'est là où j'ai eu l'idée d'en parler avec mes proches collaborateurs. Il y en avait 2 à l'intérieur de S2M. Et on a rajouté un autre collaborateur externe. Et on était 4 au départ pour créer HPS en janvier 1995. Et on peut en parler davantage. Exactement. Et donc aujourd'hui, vous êtes 8, le G8. En fait, non, aujourd'hui, on n'est plus 8. Oui. En fait, après, une fois qu'on a démarré, on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'autres compétences et qu'on ne pouvait pas se contenter de les recruter en tant que salariés. Ouais. Il fallait les impliquer également dans l'aventure. Ouais. Et donc, on leur a cédé des actions selon des modalités précises. Très, très, très attrayante, très fair-play aussi, des 2 côtés. Et on a renforcé, on était passé de G4 à G8. Ensuite, en 2002 exactement, nous avions ouvert notre capital à deux sociétés de capital risque. Et donc on leur a donné, je me rappelle très bien, 12,5 chacun. Donc 25% entre les deux, contre 40 millions de dirhams. Donc c'était une grosse somme à l'époque, c'était en 2002, par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. C'est beaucoup moins, mais c'est quand même, je trouve que c'était un record à l'époque. Et ça nous a permis d'institutionnaliser l'entreprise. Exactement. Parce qu'on n'était plus une bande de copains, G8, mais on avait 2 institutionnels avec nous, donc, qui nous imposaient une certaine
rigueur dans le reporting. Il fallait absolument qu'on valide les budgets ensemble. Ils avaient un droit de veto sur les budgets. Donc, on a introduit des règles de gouvernance, de bonne gouvernance, qui ont fait beaucoup de bien à HPS par la suite. Et la vision que vous aviez au moment de la création, donc A4, est-ce que elle est fidèle à ce que vous êtes en train de réaliser aujourd'hui, ou est-ce que ça a énormément... Puisque vous parlez de la vision, peut-être qu'on peut l'entamer tout de suite. C'est incroyable. Hein. À l'époque, nous avions dit, donc on était conscients que si on veut réussir notre projet de société HPS, il fallait absolument qu'on ait une vision claire. Qu'est-ce qu'on veut ? Il fallait qu'on définisse notre mission, notre ambition et notre positionnement dans ce marché. Comment on allait le faire. Le comment aussi était dans la vision. Et cette vision, bon, je peux peut-être la donner tout de suite, était faite de manière très très générique pour qu'elle soit valable dans le temps. Parce qu'une vision, ce n'est pas pour 5 ans ni pour 10 ans. Pour vous dire, ça fait 31 ans qu'on existe, on a encore la même vision. La vision n'a pas changé. Par contre, la mise en œuvre de la vision doit se faire selon une stratégie qui se doit d'être dynamique. Parce que la stratégie doit s'adapter à la réalité du terrain. On peut faire des hypothèses, on peut imaginer ce qui va se passer, il faut le faire pour anticiper. Mais quand on arrive sur le terrain, on trouve des choses différentes. Donc il faut qu'on soit capable, qu'on ait l'agilité de s'adapter. Donc on avait une vision très claire qui consistait à dire qu'on était une société de classe mondiale, déjà. On l'a annoncé dès le départ. Donc l'ambition, on ne veut pas être juste un leader national ni africain, non, mondial. Pourquoi pas, d'accord ? 2, la mission. Donc nous sommes fournisseurs de solutions de paiement, multicanal on disait à l'époque, maintenant on peut dire omnicanal, on peut changer. Et on disait paiement électronique. Peut-être qu'aujourd'hui on peut adapter la terminologie en disant paiement digital, peut-être. Mais c'est toujours la même vision. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'était pas uniquement un éditeur de logiciels, mais qu'on offrait des solutions, et non pas des logiciels. Ça veut dire qu'il y avait avec toute l'implémentation, l'accompagnement, pour en faire une vraie solution. D'accord ? Et puis, comme on disait aussi que c'est multicanal, donc notre stratégie de produit, c'est à chaque fois qu'il y a un nouveau canal qui arrive, il faut absolument l'intégrer. À l'époque, il n'y avait pas encore Internet, donc on l'a intégré. Il n'y avait pas le mobile, on l'a intégré. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, on les a intégrés. Et donc, à chaque fois qu'il y a un nouveau canal de paiement, il faut absolument qu'on l'intègre. Donc, ça fait partie de notre vision. Et puis, il y avait aussi un terme très important, on disait solutions innovantes. Donc, on a déclaré dès le départ qu'on doit absolument être innovant. Ce qui va conditionner notre politique de R&D, etc. On peut revenir là-dessus après. Et puis, on voulait s'ouvrir une petite fenêtre pour ne pas être trop coincé dans cette vision. On a dit et toutes les technologies connexes. À l'époque, moi, personnellement, je pensais à la cybersécurité, je pensais à la cryptographie. Je me disais que comme c'est des choses importantes dans notre métier, qu'on pouvait peut-être envisager d'en faire des activités séparées. Et qu'on peut les vendre dans d'autres contextes que dans le contexte du paiement. Mais on ne l'a jamais fait. Parce qu'il y a tellement de choses à faire dans ce que nous faisons. Donc voilà un peu comment est née la société HPS. Et voici la vision de HPS qui est toujours valable aujourd'hui. Tout à fait. Et donc HPS aujourd'hui, c'est énormément de clients, en fait, un peu partout dans le monde. Et c'est quoi la valeur, on va dire, qui anime HPS ? C'est-à-dire, bon, il y a la vision, il y a comment on veut se positionner, comment on est et qu'est-ce qu'on sert. Mais il y a aussi une valeur, et je pense que c'est une valeur fondamentale. C'est très important. En fait, quand on a une vision, c'est déjà très bien, parce que c'est nécessaire. Malheureusement, il y a des entreprises qui démarrent sans vision, ou avec une vision très, très floue, pas claire du tout, en se disant qu'on va l'affiner au fur et à mesure. Non. À mon avis, il faut avoir une vision claire dès le départ, parce que après, qu'est-ce qui vient après la vision ? C'est la mise en œuvre de la vision. Et je disais tout à l'heure que cette mise en œuvre doit se faire de manière dynamique, selon une stratégie dynamique par rapport à la réalité du marché. Sauf que cette dynamique de la stratégie doit être encadrée par des valeurs, comme vous dites.
Alors nous, ce que nous avons fait, nous avions défini 3 principes, 3 grands principes, qui sont toujours valables aujourd'hui, hein, ça n'a pas changé. Premier principe, on disait, il faut avoir une croissance durable. Ouais. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire qu'on a une vision long terme. Pour nous, le long terme prime sur le court terme. Et c'est un choix important. Quand on a une décision à prendre, on peut dire, bon, je veux tout de suite un résultat immédiat. Comme je peux dire aussi, OK, je veux bien un résultat immédiat, mais à condition de ne pas compromettre le long terme. C'est exactement le choix que nous avons fait. On vise le court terme. Bien sûr, il faut réaliser des résultats. Comme ça, au moins, on est encouragé. La réussite permet d'alimenter un petit peu la réussite. Mais il faut s'assurer que cette réussite n'est pas une fausse réussite qui va s'avérer par la suite comme étant un échec parce que ça va avoir des impacts sur la trajectoire, sur la réalisation de la vision. D'accord ? Deuxième élément important pour nous, c'était de dire l'excellence opérationnelle. Parce que nous vendons des machines à sous. Oui. Aujourd'hui, où nous parlons maintenant, je suis persuadé aujourd'hui que des milliards de dollars vont transiter par nos logiciels. Donc c'est énorme. Donc on n'a pas le droit à l'erreur. On peut faire des erreurs, mais des erreurs qui soient, comment dire, avec un impact négligeable. Tout à fait. Parce que si on fait une grosse erreur, c'est la fin pour notre société. C'est clair, l'image, la crédibilité, etc. Donc on doit donner beaucoup d'importance. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans notre manière de faire, on a défini des normes de plusieurs types, qualité, normes de sécurité, etc., etc. Donc des normes, les normes aussi d'efficacité pour pouvoir faire les choses bien et rapide, sans optimiser le coût. Donc tout ce qui est, je dirais, optimisation opérationnelle fait partie aussi des normes. Mais on s'est imposé, aujourd'hui on s'impose l'ESG comme une norme qui est intégrée à la stratégie. Donc on a défini un certain nombre de normes qui nous permettent de prendre les bonnes décisions dans le cadre de cette stratégie qui est dynamique pour réaliser la vision qui est statique. La vision ne change pas. Donc, deuxième élément, c'était l'excellence opérationnelle. D'ailleurs, aujourd'hui, on a pratiquement tous les certificats possibles. En termes de certification aux normes, on les a. Qu'ils soient obligatoires ou pas, on les fait parce qu'on dit que ça va nous permettre d'avoir encore renforcé, disons, l'excellence opérationnelle. Et le troisième et dernier, qui est loin d'être le moins important, c'est l'innovation. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on ait une stratégie qui donne la priorité à l'innovation. Ce qui s'est traduit par un programme, ou une politique, je dirais plutôt, de recherche et développement extrêmement volontariste. Depuis que nous existons, nous dépensons entre 10 et 16%, ces dernières années, entre 12 et 16% de notre revenu annuel, chaque année que Dieu fait. D'ailleurs, sur le plan comptable, ce ne sont pas on ne fait pas d'amortissement. Ce sont des charges. Parce que l'année prochaine, on va dépenser plus. Dans votre année. Et c'est ça ce qui a permis d'assurer la réussite de HPS. On a appris à l'occasion de marcher à l'international avec de très grandes banques. Tout à l'heure, vous avez dit qu'on a 500 banques, plus de 500 banques. 13 parmi ces 500 banques font partie du top 100 mondial. Donc on n'a pas que de petits clients, on a de très grandes banques. Je ne citerai pas le nom parce qu'on n'a pas le droit. Vous êtes présent partout dans le monde. Donc, exactement. Une grande banque, parmi les 13, il nous a dit que nous avons à peu près 10 ans d'avance par rapport à nos concurrents, en termes de technologie. Magnifique. Et donc c'est grâce à cette politique de recherche et développement. Donc les 3, je dirais, vecteurs que nous avons, les 3 grands principes que je viens de partager avec vous, qui nous ont permis d'encadrer et d'orienter notre stratégie et nos décisions. Et bien sûr, ça ne suffit pas. Il y a aussi des valeurs humaines. Tout à fait. Alors, les valeurs humaines, nous avons fait un choix extrêmement pertinent, qui est toujours valable aujourd'hui, depuis 31 ans. Nous avons tout basé sur la solidarité. Alors, pourquoi la solidarité ? Parce que la solidarité, en fait, quand on est solidaire avec autrui, on dépasse la justice, on dépasse comment dirais-je,
le respect des lois, etc. Parce qu'on fait des choses qu'on n'a pas l'obligation de faire. Tout à fait. Donc c'est vraiment très très profond. Et on dit que cette solidarité doit être interne, entre nous, entre tous les collaborateurs de HPS, entre toutes les composantes de HPS. Nous avons des business units, nous avons des filiales, nous avons comment dirais-je, des services, etc. Il faut qu'il y ait une solidarité totale entre tout ce monde-là, à l'intérieur de HPS. Une solidarité externe également, avec tout l'écosystème, tous les partenaires de HPS, les clients, bien sûr, les fournisseurs aussi. Très important, bien les fournisseurs. Oui. Vous savez qu'à HPS, on a défini ce qu'on appelle l'expérience fournisseur. Ouais. Alors que tout le monde parle surtout de l'expérience client. On l'a aussi. Mais on a aussi l'expérience. On a l'obligation de faciliter la tâche à notre fournisseur pour mieux nous servir à moindre coût et dans les délais. Plus on lui facilite la tâche, mieux on est servi. Et donc, bien sûr, avec la société, donc grâce à la RSE, également avec l'État, donc il faut payer ses impôts, etc. Il faut respecter les lois qui existent, il faut respecter les droits de l'homme, etc., etc., etc. Donc tout ça, ça rentre dans la solidarité externe. Oui. Et pour bien cadrer cette solidarité, pour qu'elle ne soit pas une solidarité sauvage, entre parenthèses, à n'importe quel prix, on dit professionnel et responsable. Donc nos valeurs, c'est de la responsabilité interne et externe, professionnelle et responsable, et ça permet de faire le tour. Et ça, alors, ma grande découverte, quelques années après, donc il y a quelques années déjà, j'étais très agréablement surpris de découvrir qu'on a développé, grâce à cette logique, un esprit de partage extraordinaire au sein d'HPS. Pourquoi ? Parce que quand il y a un jeune, un nouveau qui rentre dans la société et qui a besoin d'informations qu'il ne connaît pas, il va demander à un ancien, par solidarité, il doit lui répondre. Oui. Et donc, il ne peut pas dire non. Un client qui nous appelle et qui nous dit « j'ai un problème », qui n'est pas forcément le problème d'HPS, c'est le problème d'un autre fournisseur. On n'a pas le droit de lui dire « non, ce n'est pas notre problème ». On doit l'aider, par solidarité. Et mieux que ça, au niveau du business model, on a eu des cas où ça nous a coûté très très cher d'être solidaire avec notre client qui a fait une erreur, dont il est responsable. Il a détruit des données. Oui. Et on a aidé à reconstituer ces données-là gratuitement. Ça nous a coûté très très cher. Et il voulait payer. J'ai dit non. Ça, c'est dans notre ADN. Nous sommes là pour être solidaires avec vous. J'espère que vous ne ferez pas la même erreur plusieurs fois. Et c'est sûr que non. Non, vous ne nous devez rien. C'est notre devoir. Et c'est vraiment extraordinaire de donner assez. Et tout le monde le sait au niveau de l'entreprise. Les valeurs, la vision sont partagées par tout le monde. La vision, pourquoi ? Parce que tout le monde doit aller dans le même sens. Il ne faut pas qu'on ait dans des sens complètement divergents. Il faut que tout le monde, j'appelle ça le qibla. On doit tous aller vers la même vision. Et les valeurs, on doit partager les mêmes valeurs. Et en fait, c'est magnifique d'entendre ça, et c'est encore plus extraordinaire de l'entendre dans une entreprise marocaine, parce que quand on est dans l'écosystème marocain, on entend beaucoup, c'est difficile, avoir l'engagement des gens, des employés, des salariés, des choses comme ça, c'est pas toujours évident. On est obligé de se battre tous les jours, on est obligé de rappeler tous les jours les règles. À vous entendre, on pourrait avoir l'impression que c'est facile. Et je sais que ce n'est pas facile, mais en fait, il y a autre chose. C'est-à-dire, vous avez parlé de vision, vous avez parlé de valeurs, mais je suis quasiment certaine qu'il y a quelque chose dont vous ne nous avez pas parlé, et c'est celle-là qui fait que tout ça se construit de cette manière qui est totalement harmonieuse et qui donne de si beaux résultats. Et c'est quelque chose qui va au-delà, justement, de ce qui est écrit sur le papier. Absolument. Déjà, il faudrait convaincre tout le monde. Exactement, mais comment ? Et notamment, on était 4 au départ, après on était 8. Ouais. Et pour vous dire, au niveau de la gouvernance, par exemple, dans le conseil d'administration, quand on était 8, on avait 8 administrateurs, et chacun avait une voix. Ouais. Et mieux que ça,
Même dans les assemblées générales, où on n'avait pas les mêmes parts d'action, ben on a décidé entre nous, dans un pacte d'actionnaires, que chacun avait une seule voix. Ce qui veut dire que la décision, pour qu'elle soit vraiment prise à la majorité, c'est trop risqué. Ouais. Mais en fait, l'approche que nous avions, c'est que quand on a un problème à résoudre, une décision à prendre, on doit l'argumenter. Obligatoirement, on doit l'argumenter. Et chacun doit dire ce qu'il en pense sans langue de bois. Ouais. Et ça doit convaincre. Et puis, en échangeant, on arrive toujours à la meilleure solution qui convient à tout le monde. Et c'est certainement la meilleure solution. Donc, au niveau de la gouvernance, c'était vraiment une révolution. Une vraie révolution. Et il y a aussi la confiance. C'est très important. Mes collaborateurs, enfin mes associés, pardon, me faisaient confiance. Ça, c'est très important. Et moi, j'avais le devoir de ne pas les décevoir. J'avais le devoir de fédérer. D'accord ? Quand on n'était pas d'accord, ben, il faut quand même qu'on trouve une solution. Mais il y avait cette confiance. Oui. Et ça, c'est pas toujours facile. C'est clair. C'est pas toujours facile. Donc le choix des associés est important aussi. Il faut que les associés partagent les mêmes valeurs. Les mêmes valeurs. Quand on partage les mêmes valeurs, quand on a la même vision, on va aller dans le même sens. En général, on arrive à faire face à toutes les difficultés et à toutes les contraintes. Mais justement, en fait, est-ce que c'est vous, c'est-à-dire c'est la confiance que vous aviez en tout ce que cela va pouvoir faire aboutir, d'accord, qui faisait que le matin, quand vous arriviez, vous étiez sûr de pouvoir convaincre, ou en tout cas de pouvoir arriver avec ces personnes-là autour de la table à la meilleure solution, ou est-ce que c'est quelque chose, parce que c'est ça en fait c'est ça que j'ai envie de partager, parce que d'ailleurs je parle à beaucoup de, c'est une très bonne question. Je parle à beaucoup de patrons et en fait le fond de votre fonctionnement, je pense que c'est ça qui fait la différence, et ça aidera énormément de personnes. En fait, pour répondre à votre question, il y a plusieurs éléments. Le premier élément, c'est d'abord cette approche participative. Oui. Qui est dans l'ADN de notre manière de gouverner. Pourquoi ? Parce que quand vous avez un grand projet, si vous le faites vous-même et vous voulez l'imposer aux autres, ils ne vont pas se l'approprier. Du tout. Et donc vous avez très peu de chances d'avoir leur engagement. À l'inverse, quand vous le construisez, le co-construisez avec les gens qui vous entourent, qui vont le porter avec vous, pas forcément ils sont engagés. Donc vous donnez plus de réussite à votre projet. Ouais. D'accord ? Deuxième élément aussi, il faut un peu de, comment dirais-je, de bon sens. Quand vous proposez, c'est vrai que mes associés me faisaient confiance, mais je dois pas abuser de cette confiance des gens. Je dois prendre cette confiance comme étant une responsabilité. C'est pas un avantage. Il ne faut pas croire que c'est un avantage que j'ai. C'est surtout une responsabilité que j'ai. Et donc, il faut bien étudier avant de proposer quoi que ce soit. Et ce qui arrive, c'est le deuxième élément de ma réponse. C'est pas souvent, heureusement, pas souvent, mais de temps en temps, j'étais à côté de la plaque dans ma façon de voir les choses. Et mes associés, ils ont réussi à me convaincre. Et donc, j'ai dit, vous avez raison, on fait comme ça. Non, j'ai rien dit. Et ça, c'est très important. L'humilité. Le leadership ne peut pas réussir sans l'humilité. Première condition, je dirais, la première, vraiment, si je dois classer les qualités d'un leader, d'un bon leader, la première qualité, c'est justement l'humilité. Donc il faut être capable de dire « j'ai tort ». Et c'est ça l'avantage d'avoir cette approche participative, parce qu'il y a des choses que je ne vois pas et que les autres peuvent voir, et tant mieux. Et il y a des choses que moi, ils ne voient pas, que moi je peux voir, c'est tant mieux pour la communauté. Donc il faut vraiment avoir un projet d'ailleurs pour la communauté, pas pour me promouvoir, moi en tant que patron de l'HPS. Que j'ai raison. Je fais ça pour la HPS. Et quand on réussit, on a tous réussi. Et quand on n'a pas réussi, on a tous... on n'a pas réussi. D'accord. Et comment ça peut descendre à tous les niveaux ? Comment on fait ? C'est-à-dire, quels sont les garde-fous, entre parenthèses, tout à l'heure, qu'est-ce qui permet justement que ça infuse ? Cette approche participative, en tout cas, ma volonté était de la asseoir à tous les niveaux. Chacun, d'ailleurs, peut-être qu'on reviendra là-dessus dans la discussion par rapport à l'organisation. Peut-être qu'on peut en parler tout de suite. Bien sûr, oui.
le type d'organisation qu'on a depuis des années, depuis le début en fait, d'accord. Ce qui était, malheureusement même aujourd'hui c'est encore le cas, beaucoup d'organisations sont de type hiérarchique. Hiérarchique, effectivement, ce que vous n'êtes pas. Ouais. D'accord. Et que vous ne voulez pas. Non, moi je disais, donc j'utilisais un terme que je vais réutiliser, je leur dis, au sein d'HPS, il n'y a pas de hiérarchie. Comme ça, aussi simple que ça. Et puis, que tout le monde le sache. D'accord. Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a que des responsabilités. Chacun est responsable de quelque chose qu'il doit accomplir. Tout à fait. D'accord. Et donc, en fait, ça nous amène à une organisation de type projet. Là, nous sommes en train de faire un podcast. C'est un projet. C'est un projet, tout à fait. D'accord. Tout à l'heure, avant d'arriver chez vous ici, donc j'ai pris ma voiture avec le chauffeur. J'avais un projet de venir de chez moi, chez vous, jusqu'ici. C'était un projet. Qui était le patron de ce projet? C'était pas moi, c'est le chauffeur. C'est lui qui avait le volant, etc. Donc c'était pas moi. La route et choisir. D'accord. Donc pour ce projet, c'est lui le patron. Par contre, si je prends la voiture HPS en tant qu'entité, c'est moi. C'est moi. Donc, chaque projet a son... D'ailleurs, ça m'arrivait aussi, c'est bien de le souligner, à mon avis, quand on a un projet d'un client, par exemple, un client lambda, on doit le livrer, on a toujours un directeur de projet. Et souvent, ça arrivait avant, ça n'arrive plus maintenant parce que je préfère ne plus le faire. J'ai d'autres chats, je n'ai plus le temps de le faire malheureusement. Ça arrive que les équipes avaient besoin d'une partie de l'expertise que j'ai et qu'ils n'ont pas. Parce que je suis aussi un expert, aussi bien au niveau technologique qu'au niveau du paiement. Donc ils faisaient appel à moi dans des projets. Et quand j'interviens dans un projet avec un directeur de projet, c'est le directeur de projet qui est mon patron. C'est pas moi. Et d'ailleurs, je lui dis, quand je lui dis, moi, je vais faire mon travail. Voilà, je vais apporter mon expertise, mais c'est vous qui... Si je fais une bêtise, je l'assume. Mais vous aussi, vous l'assumez parce que vous avez accepté ce que je vous ai dit. Et donc, je responsabilise le responsable du projet. Et c'est une approche extraordinaire. C'est ça ce qui nous donne de l'agilité. Et c'est très complexe. Si je voulais schématiser ça, ça va dans tous les sens. Il y a des flèches partout. Exactement. Je dépends, il dépend de moi. Tout dépendra du projet. Donc on a réellement une organisation type projet. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Et d'ailleurs, justement, aujourd'hui, dans toutes les structures les plus modernes, qui fonctionnent avec une agilité, on va dire à 100%, c'est plutôt ce schéma-là qui fonctionne plutôt que le hiérarchique où il faut attendre que la personne en haut de l'échelle signe ou valide. La hiérarchie, d'ailleurs, la hiérarchie, on peut en parler aussi, pas par rapport à l'organisation, mais par rapport à l'image institutionnelle. Quand, par exemple, vous signez un contrat avec un client, quand vous lui envoyez quelqu'un, lui, il voit quel est son rang dans l'entreprise. Donc c'est important quand même. Donc on a cette notion aussi. D'ailleurs, nous avons mis en place ce qu'on appelle des grades. Il y a un modèle qui s'appelle grade Hay. C'est ce que nous avons fait depuis plus de 20 ans. On a la chance d'avoir ces grades-là. Donc chaque personne qui travaille dans HPS, il a un grade. Donc il y en a des grades qui vont jusqu'à 24, je crois. D'accord. Et donc en fonction de ces grades-là, on a des titres. Et ces titres ne sont pas des titres hiérarchiques. Ce sont des titres, je dirais, de rang dans l'importance de la responsabilité au sein de l'entreprise, pour ne pas dire la hiérarchie. D'accord. Et c'est important parce qu'on doit aussi prendre en compte la perception de nos partenaires, nos clients, l'administration publique et autres, etc. Quand ils parlent avec un responsable de HPS, il faudrait qu'on leur donne un petit peu une idée sur l'importance de ce responsable par rapport à ce qui est universellement reconnu. Exactement, pour leur parler le même... Mais à l'intérieur d'HPS, quand on doit mettre en œuvre la vision, comme je disais tout à l'heure, dans le cadre d'un projet, c'est une orientation projet plutôt. Oui, ça nous ramène à parler d'une notion que vous avez aussi créée, et que je découvre que chez vous, donc cette différence entre souveraineté et souverainisme, et qui fait que justement aujourd'hui, bien sûr vous êtes au service d'HPS,
vous menez une entreprise assez importante, que ce soit dans l'écosystème marocain que l'écosystème international, mais vous êtes aussi au service de vos clients et justement vous partagez, entre parenthèses, cette souveraineté avec eux. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, parce que c'est une notion quand même qui est assez importante. Absolument, c'est une notion extrêmement importante. La souveraineté, oui. Encore faut-il la définir. Mais le souverainisme, non. Parce que c'est de l'exagération de la souveraineté, comme son nom l'indique, du souverainisme. D'accord ? Alors, la différence entre les deux, c'est que, à mon avis, il est impensable de se dire qu'on doit s'autosuffire. Tout à fait. C'est impossible. Ouais. Aujourd'hui, si on prend les pays, même des pays comme les États-Unis ou comme la Chine, ne peuvent pas s'autosuffire. Ils ont toujours besoin d'autres pays pour des matières premières, pour de la main-d'œuvre ou autre. D'accord ? Ou là, ne serait-ce que pour une alliance géopolitique ou autre. Donc, ils ont toujours besoin d'un tiers. Donc, c'est impossible de penser qu'on puisse être 100% souverain. Et donc, ce qui m'amène à définir la souveraineté comme étant la capacité de maîtriser son destin. Ça ne veut pas dire qu'il faut se fermer aux autres. Au contraire, il faut s'ouvrir. On est à l'ère de l'ouverture. Aujourd'hui, d'ailleurs, dans notre domaine, on parle de l'open finance, l'open finance. Oui. Donc, aujourd'hui, la tendance, c'est l'ouverture. La mondialisation est une réalité, même si aujourd'hui, les pays sont en train de tendre vers le souverainisme, justement. Tout à fait. Mais c'est parti. Aujourd'hui, quand il y a un problème quelque part, l'impact est sur le monde entier. Exactement. On le voit avec la guerre actuellement contre l'Iran. Et puis il est visible. Avant, il l'était moins. Et en plus, il est visible grâce aux technologies digitales notamment. Donc c'est clair que il faut être capable de maîtriser sa souveraineté. Alors, par rapport à nous, par exemple, en tant qu'HPS, qu'est-ce que ça veut dire maîtriser notre souveraineté ? Donc déjà, maîtriser notre produit. Nous avons un logiciel qui s'appelle PowerCard. Tout à fait. C'est le nom commercial de notre logiciel, de notre produit, ou plutôt de notre suite de produits, parce que c'est un monstre, hein, il fait beaucoup de choses. On doit le maîtriser. Il faut qu'il soit à la page par rapport à toutes les nouvelles technologies. Il faut qu'il intègre toutes les nouveautés du marché. Il faut qu'il soit conforme à toutes les réglementations qui existent. Il faut qu'il soit évolutif. Il faudrait qu'on anticipe pour pouvoir faire face à tout ce qui va arriver, surtout dans un monde incertain aujourd'hui. Ça devient encore plus difficile. Donc si on veut vraiment être souverain, il faut qu'on maîtrise tout ça. Ouais. Et le fait de maîtriser tout ça, parfois, pour le maîtriser, on a besoin de partenaires. Donc on s'ouvre. Alors le partenaire qu'on choisit, il faut faire attention qu'il ne remet pas en cause notre souveraineté. Par exemple, quand il nous arrive de dire on n'a pas besoin de développer ce morceau de logiciel, il existe. Il vaut mieux mettre l'effort sur autre chose qui n'existe pas. Et on l'intègre dans notre solution. On le fait. Mais le choix de notre partenaire, on doit s'assurer qu'il ne risque pas de le laisser tomber demain ou après-demain. Et on va même plus loin. On se dit, supposons qu'il nous laisse tomber, qu'est-ce qu'on fait ? Donc on doit préparer au préalable la solution de rechange. C'est ça la souveraineté. Oui. C'est de maîtriser son destin. Et tout en s'ouvrant sur les autres, parce que nous sommes dans un monde ouvert et qui sera de plus en plus ouvert. Oui, effectivement. Et l'exemple de ce que vous avez fait au Maroc avec la validation de Banque El Maghreb, d'avoir des établissements à 100% connectés en permanence, en fait, ça alimente quelque part cette souveraineté. Parce que oui, alors vous parlez certainement de SWAM, du switch national. Le switch national. Switch national, oui, bien sûr. Oui, le switch national, c'est une souveraineté, bien sûr. Ouais. Parce que là, aujourd'hui, c'est la tendance dans le monde entier, ne serait-ce que pour des raisons économiques. C'est quand même impensable de dire que quand il y a une transaction de paiement au Maroc entre une entité marocaine et une autre entité marocaine, donc un paiement domestique qui se passe au Maroc, qu'on aille le traiter à l'étranger. Ça n'a pas de sens. Oui. Économiquement parlant. Et bien sûr, sur le plan de la souveraineté aussi. Parce que si jamais il y a un problème quelconque, et ça peut arriver, et qu'on nous coupe cette possibilité, il n'y aura plus de paiement. Ce n'est pas possible. On ne peut pas l'admettre.
Donc le paiement fait partie des choses qui doivent absolument être maîtrisées au niveau d'un pays. Et c'est la tendance dans le monde entier. Hein. On n'est pas les seuls à le faire. Alors ceci dit, ça c'est encore un autre chapitre qu'on peut ouvrir. Oui. Comment gérer cette souveraineté? Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même un seul switch au Maroc. Comme en France, il y a un seul switch. Hein. Même en France, il y a un seul switch. Il n'y en a pas deux. Mais un seul switch au Maroc, ça veut dire que c'est le monopole. Donc est-ce que c'est quelque chose qui est viable ou pas? Donc il y a des précautions à prendre, etc. Et donc il faut savoir qu'il y a des normes. Pour maîtriser cette souveraineté, il y a des normes. Par exemple, on vient de le faire, et on a donné, par l'obligation de réglementation à Banque el-Maghreb, ce qu'on a appelé un plan de cession d'activité. C'est-à-dire, on se dit, supposons que pour une raison quelconque, demain, on n'est plus capable de continuer. Comment on va arrêter notre activité? Oui. Donc, il y a des normes. Il faudrait qu'on ait un fonds qui nous permet de faire face à 6 mois minimum de dépenses, de charges. Oui. Et on l'a, il est là. Oui, pour pouvoir, et il faut qu'il soit liquide. Ou pas qu'il soit quelque chose qui Donc, il y a des normes. D'ailleurs, en fait, ce n'est pas des normes marocaines, c'est des normes internationales. Exactement, parce que ce modèle-là, il me rappelle un petit peu ce qui a été fait pour les banques quand il y a Lehman Brothers qui est tombé, et donc on a imposé justement cette notion de continuité d'activité à l'issue d'un... Continuité d'activité, on a tout ce qu'il faut, on a un certifié ISO, voilà. etc. Tout ça, ce sont des précautions à prendre pour gérer cette souveraineté. Mais personne ne vous l'a imposé, c'est ça qui est extraordinaire. Non, pour le switch, si. D'accord. Pour le switch, oui. Parce que le switch national, c'est ce qu'on appelle une IMF. C'est-à-dire une infrastructure de marché financier. D'accord, oui. D'accord. Okay. Comme la bourse de Casablanca. Tout à fait, ouais. Il y a une seule bourse, il n'y en a pas deux. D'accord. Et donc là, c'est les mêmes normes qui sont appliquées à la bourse, qui sont appliquées également au switch. Et ça, ce sont des normes internationales. Bien sûr, qui ont été aussi adoptées de manière souveraine par la Banque el-Maghreb. Mais Banque el-Maghreb, il suit aussi les tendances internationales. En revanche, pour HPS, en tant que fournisseur de solutions de paiement, d'accord, nous nous sommes imposés des normes qui ne sont pas obligatoires, mais qui sont quelque part obligatoires. Pourquoi? Parce que quand vous dites à un prospect, vous n'avez pas encore vendu, vous êtes encore dans la phase d'avant-vente, vous lui dites « je suis certifié X, Y, Z, etc. », vous augmentez vos chances par rapport à vos concurrents. Exactement. Donc, si on n'a pas tout ça, donc ça devient finalement obligatoire. Si nous voulons vraiment gagner des marchés, face à de très gros calibres, voilà, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on fait partie du top 3 au niveau mondial, dans un secteur de très haute technologie. Tout à fait. Très sensible, parce qu'on gère des milliards de dollars tous les jours, que Dieu fait. Donc on doit absolument s'imposer des règles. D'ailleurs, ça va au-delà. Par exemple, l'ESG, aujourd'hui, devient de plus en plus une obligation. On reçoit des cahiers de charges où la banque dit qu'on veut que nous disiez quelle est votre politique en termes de ESG. Et c'est parfois éliminatoire. Oui. Pourquoi? Parce que l'ESG, en fait, donne un bon indicateur sur la durabilité de l'entreprise. Ce que nous vendons, nous, on a des projets, par exemple, qui peuvent durer jusqu'à 5 ans pour la mise en œuvre. Tout à fait. Par exemple, je donne un exemple, je peux me permettre, parce qu'on est autorisé à donner cette référence. American Express, dans la région MENA, dans le monde arabe, c'est quand même une grosse institution, d'accord? Toutes les cartes émises dans la région pays arabe, sont gérées à Bahreïn, à Manama exactement, par American Express, MENA, d'accord? Et ils utilisent notre logiciel. Tous les commerçants qui acceptent les cartes, ou les guichets automatiques qui acceptent les cartes, sont également gérés à travers notre logiciel. Aujourd'hui, American Express, MENA, gère 100% de son activité de paiement avec notre solution. Donc vous imaginez un peu la sensibilité si on était mauvais. Et pour mettre en œuvre la totalité du projet, ça a demandé à peu près 5 ans. On a fait ça de manière modulaire, progressive, etc. Donc si vous prenez 5 ans pour terminer la mise en œuvre,
Vous ne pouvez pas changer du jour au lendemain une solution comme ça. Donc, en fait, aujourd'hui, par exemple, vous avez parlé d'un client, je pense que je peux me permettre de le dire, Saham, donc ancien Société Générale, c'est notre premier client dans l'histoire. On a signé le 29 février, en Ibis Textile. 29 février 1996. C'est toujours notre client. Donc plus de 30 ans. Oui, exactement. voilà, c'est des relations de toute façon. Parce qu'on ne change pas tout. Mais il faudrait que nous méritions cette confiance. Exactement. Et que le client trouve tout ce qu'il veut, avec tous les changements, les évolutions, etc. Et c'est ça un peu qui fait la réussite de HPS. Exactement. Et au fait, aujourd'hui, à l'ère de l'IA, à l'ère du Bitcoin, à l'ère de toutes ces évolutions qui, en réalité, on peut avoir une vision, on peut imaginer des choses, mais on n'est jamais certain de comment tout ça va pouvoir changer. Le monde financier, changer le monde de la banque, changer le monde des institutions financières. Quel est votre avis par rapport à tout ça? Comment vous imaginez tout ça? Et bien entendu, comment vous imaginez HPS s'adapter? Alors, peut-être avant de répondre spécifiquement à la partie technologie, notamment l'IA, je voudrais juste partager avec vous quels sont les facteurs qui influence je dirais, l'évolution de notre marché. Il y a 3 facteurs. D'abord, il y a la technologie, vous l'avez dit. Quand on avait lancé HPS, il n'y avait pas Internet encore. Donc aujourd'hui, on est à l'ère de l'IA. Bien sûr, on est passé par la blockchain, et j'en passe. Et j'en passe. Donc là, on doit être capable de suivre l'évolution technologique. Deuxième facteur, c'est le marché lui-même. Le business du paiement, il n'arrête pas d'évoluer. Aujourd'hui, on vous propose la possibilité de payer en plusieurs fois, et pas une seule fois, 4 fois, 5 fois, etc. Ça n'existait pas il y a quelque temps. Quand on avait lancé notre solution, il y avait surtout des cartes de crédit qui étaient dominantes, et c'était le début des cartes de débit. Aujourd'hui, on a les cartes prépayées. D'accord ? À l'époque, je me rappelle très bien, il n'y avait pas la carte à puce par rapport à l'authentification. Maintenant, c'est devenu une obligation depuis quelques années déjà, etc. Donc, il y a énormément de choses qui changent dans le business lui-même. Et on doit être capable non seulement de suivre, mais d'anticiper. Et troisième élément, qui n'est pas des moindres, c'est la réglementation elle-même, qui n'arrête pas, et n'arrête pas d'évoluer. Donc il faudrait que nos solutions soient conformes à cette réglementation. Bon, maintenant, pour revenir à la question de l'IA en particulier, puisque c'est le sujet d'actualité en ce moment, dans notre domaine du paiement, aujourd'hui, on parle d'agents IA de paiement. Alors peut-être, pour répondre de manière un peu plus globale à votre question, en ce qui concerne HPS, nous avons 2 parties qu'on peut adresser différemment, bien sûr. On a l'utilisation de l'IA pour nos propres besoins, pour optimiser notre production. En termes de production de logiciels, maintenant, il y a des moteurs qui vous génèrent du code. 80% du code peut être généré par un système IA. Exactement. D'accord ? Il y a aussi des solutions qui vous permettent de débugger quand il y a un bug. Avant, il fallait chercher avec moyen humain. Maintenant, c'est incroyable, il vous trouve tout de suite le bug, etc. Donc là, on y est déjà depuis quelques temps, on y est, mais pas que. Il y a aussi toutes les autres fonctions de l'entreprise au niveau de l'exploitation d'un logiciel, par exemple le switch par exemple, et autres. On doit également automatiser le maximum de ce qui est automatisable pour être plus efficace, faire moins d'erreurs, et donc moindre coût, etc. Donc tout ce qui est production, on est en train de faire tout ce qu'on est capable de faire en introduisant des agents IA qui vont nous permettre de faire notre travail beaucoup plus efficacement. Et puis il y a l'autre volet, c'est notre solution PowerCard, comment la rendre également IA. C'est ce que nous avons déjà entamé. Et donc là, il y a aussi des agents qu'on est en train de développer. On a déjà commencé par la fraude. La fraude, on l'a annoncé l'année dernière déjà. C'est-à-dire, pour la fraude, pour faire un petit peu
la comparaison avec les outils classiques, on avait, et on a toujours, un module de fraude qui est basé sur des règles, rule-based. C'est-à-dire, sur la base de notre expérience, on a des algorithmes, et avec l'analyse des comportements de chaque client qui paye, on va vérifier à chaque transaction, est-ce qu'elle correspond au profil de ce client en termes de paiement. Un client qui, par exemple, il paye des montants inférieurs, par exemple, à 1000 dirhams, et qui, du jour au lendemain, il commence à utiliser à 10 000 dirhams, c'est pas il reçoit un message. Donc, on a des règles de ce type-là qui nous permettent de détecter, et ça marche très bien. Les clients qui utilisent notre module, quand il y a eu des fraudes massives, ils ont été épargnés de manière considérable. Donc, ils sont contents ils sont encore aussi contents de les avoir aidés à éviter cette fraude-là. Avec l'IA, c'est différent. Avec l'IA, en fait, ce sont des algorithmes aussi qu'on va entraîner sur des données, d'accord, et qu'on va perfectionner jusqu'à avoir un certain niveau de pertinence ou de précision, entre guillemets, suffisant, d'accord, et on va commencer à les utiliser. Et ça nous permet de découvrir des choses qui ne sont pas possibles avec un algorithme de type règle, rule-based, d'accord. Et tous les 6 mois, on prend ce qui s'est passé pendant les 6 mois et on essaie de juger est-ce que notre algorithme et notre modèle est suffisamment crédible, fiable, par rapport à la réalité des choses. Est-ce que quand il nous a dit que c'était de la fraude, c'était vraiment de la fraude? Et quand il n'a rien dit alors que c'était de la fraude, est-ce que c'est le cas? Et on réentraîne pour mettre à niveau, et ça continue comme ça. Bon, il y a aussi des agents qu'on va mettre en place, je ne voudrais pas avancer, donc pour des raisons de confidentialité par rapport à nos concurrents, mais on est en train de préparer d'autres agents, on est très bien avancé, pour permettre à nos clients qui utilisent notre produit de faire beaucoup de choses qu'ils font aujourd'hui manuellement par des agents, de manière automatique, plus fiable, etc. etc. Donc nous estimons que l'IA va nous permettre d'avoir des utilisateurs augmentés qui vont être capables d'utiliser encore de manière plus efficace, plus optimale, l'outil qu'on met à leur disposition, qui est l'outil PowerCard. Magnifique. Oui, donc c'est finalement, contrairement à ce qu'on peut imaginer, l'IA va augmenter encore plus l'efficacité d'un acteur comme HPS et justement va vous permettre d'être encore plus innovant que ce que vous l'avez toujours été, plus facilement. Sur le plan personnel, par exemple, aujourd'hui, je suis en train de faire une recherche sur les sciences de gestion, justement. Vous pouvez bien faire meilleure transition. Et j'utilise beaucoup l'IA, mais j'utilise de manière, je dirais, responsable. C'est-à-dire, je me suis fixé une charte. Donc, je me suis inspiré un petit peu de tous les grands centres aujourd'hui de recherche qui utilisent l'IA. J'ai vu un peu comment ils font. D'ailleurs, j'ai amélioré des choses de mon point de vue par rapport à ce qu'ils ont, et je me suis imposé cette méthode de recherche. Et comme j'ai des contributeurs aussi qui vont participer à ma recherche, je leur impose la même charte. Et je leur suggère, ils ne sont pas obligés, mais je leur suggère d'utiliser l'IA parce que l'IA peut avoir un apport extraordinaire pour le chercheur. Il y a des choses, par exemple, si vous... Ne prenons rien de la recherche documentaire sur un sujet, avec Google, avec des mots de passe, etc. Il vous amène des choses, vous devez rentrer dedans, trouver, comparer. C'est très fastidieux. Avec l'IA, c'est quelques secondes. D'accord ? Il y a la recherche, il y a aussi, quand vous avez trouvé un modèle, vous pouvez comment dirais-je, le soumettre à un avis de l'IA pour juger de sa pertinence. Parce que l'IA, il a cette intelligence qui peut vous challenger, qui va aller comparer avec des choses qui existent, etc., qui va vous donner un avis. C'est quand même extraordinaire. Donc, vous voulez faire une simulation qui est presque impossible à faire pas humainement. C'est impossible à faire, vous pouvez la faire avec l'IA. Donc l'IA est un outil extraordinaire, mais il ne remplacera jamais l'homme. Ce qui est intéressant, c'est que l'homme, avec cette IA, il va pouvoir s'épargner de faire des choses qu'il faisait avant, qui étaient très fastidieuses, et qu'il peut soumettre à l'IA parce que ça lui permettra d'avoir d'abord des choses qu'il ne pouvait pas faire
manuellement, Exactement. qui deviennent faisables, et deux, le temps qu'il gagne, il peut le consacrer à ce qu'il peut apporter et que l'IA ne peut pas apporter. Tout ce qui est créativité, tout ce qui est... Et d'ailleurs, ce que donne l'IA n'est pas forcément bon. Donc il doit avoir un esprit de critique extrêmement important. Donc de vérifier. La logique, en fait, il y a des fois... D'ailleurs, même pour la recherche documentaire, quand l'IA va me dire tel document, bah, j'ai un autre outil. Exactement. Il y a aussi qui va me permettre d'aller le vérifier réellement. Est-ce que les documents existent? Et là, je vais accéder au document, je vais accéder au texte qui m'a été... et je vais vérifier, parce que j'ai l'obligation, dans ma charte, de le faire. Parce que parfois, l'IA, il y a des biais, et donc ça peut être n'importe quoi. Donc, l'IA, c'est un outil formidable, qu'il faut absolument s'approprier, il faut absolument utiliser. Exactement. Sinon, on sera décalé. Et dépassé. Et dépassé. On va dire. Et justement, en fait, ce que vous avez fait, et imposer cette charte dans vos recherches et travailler avec cette rigueur, on va dire, cette éthique dans ce que vous faites à titre personnel, et j'imagine aussi pour HPS. La même chose. Exactement. La même chose. Donc ça, justement, ça augmente la sécurité de vos fournisseurs, de vos clients par rapport à ce que vous faites et par rapport à ce que vous... D'ailleurs, quand vous dites client, c'est très intéressant parce que ça veut dire que tout ce que vous faites avec l'IA, vous devez le documenter. C'est-à-dire quand vous dites je fais ça, vous devez le prouver. Tout à fait. Alors c'est là, par exemple, en titre personnel, par rapport à des centres de recherche, j'ai trouvé qu'ils imposaient à leurs chercheurs d'avoir une trace de tous les échanges qu'ils font avec l'IA. Et il y a des outils, j'ai trouvé un outil qui permet de le faire. Mais j'estime que c'est une charge supplémentaire qu'on donne, qui est fastidieuse aussi, bien sûr, qu'on exige du chercheur, et je trouve ça dommage. Et donc, dans ma charte, je me suis permis d'enlever ça, mais par contre d'exiger, de déclarer, quand on utilise l'IA, on dit « j'ai utilisé l'IA », d'être obligé d'aller vérifier quand il y a de la documentation qu'on a consultée pour arriver à une idée ou à une information, d'aller vérifier manuellement et laisser une trace à ce moment-là. Laisser une trace comme quoi on a bien vérifié, etc. Donc, mais les outils qui font la recherche pour vérifier la trace, ils font obligatoirement de la journalisation. Donc, ils vont stocker... Donc, vous avez la trace de manière automatique. Donc, ce n'est pas pénalisant. Donc, j'ai essayé comment dirais-je, de libérer le chercheur de tâches administratives qui sont un petit peu, je dirais, paradoxales par rapport à... On utilise l'IA pour gagner du temps. Gagner du temps aussi. Et si on dit aux chercheurs, là, parce qu'on a cet esprit, malheureusement, qui nous marque, et là, il faut le prouver. Pourquoi je vais le prouver? Ça n'a aucun sens. Je le déclare, vous me croyez, et surtout, je suis responsable de ce que je produis. Exactement. Quand, à la fin, je sors ma théorie, ou là, je sors mon article scientifique que je vais publier, je le signe. Exactement. Et je l'assume. Et c'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Quels que soient les postulats. Donc on doit adapter un petit peu, même notre façon de juger les choses, on doit l'adapter à cet outil qui est extraordinaire. Et qui, ça serait dommage de ne pas l'utiliser pour des raisons d'éthique, parce que on va se dire, c'est trop facile. La calculatrice. Mais oui, mais bien sûr. Aujourd'hui, moi, quand je fais une addition avec la calculatrice, ça ne veut pas dire que je ne sais pas faire une addition. Exactement. Ou là, quand je viens de chez moi, chez vous, donc j'ai à peu près 2 kilomètres, j'aurais pu faire ça à pied. Je suis capable, mais je suis arrivé en voiture. Il ne fallait pas. On ne va pas me reprocher de l'avoir fait. C'est exactement la même chose. Il faut admettre que l'IA est un outil extraordinaire. C'est un assistant extraordinaire. Tout à fait. Et il faut l'utiliser. Mais il faut l'utiliser de manière éthique. Exactement. Et dans cette ère, et avec tout ce qu'on nous vivons, justement, est-ce que HPS, aujourd'hui, a un volet transmission, un travail sur le HPS dans 20 ans, travaille sur le HPS dans 10 ans? La relève. Ça, c'est quelque chose qui est très souvent un sujet tabou, même ou un sujet dont on ne parle pas beaucoup de manière ouverte. Mais voilà, je me permets de vous poser la question. Non, mais c'est une très bonne question. Je sais que c'est quelque chose qui... C'est une très bonne question, d'ailleurs, qui me donne l'occasion de parler un peu de la gouvernance d'HPS aussi. C'est important. Peut-être avant de répondre à la question, une petite introduction au niveau de la gouvernance. Aujourd'hui, HPS, nous avons
un conseil d'administration de 10 administrateurs. 4 administrateurs sont les 4 fondateurs, le G4 dont j'ai parlé. Les 4 autres ne sont plus dans le tour de table, pour des raisons personnelles des uns et des autres, mais les 4 initiaux sont toujours là. D'accord ? Et on est dans le conseil d'administration d'HPS. Les 6 autres sont indépendants. Donc on a une majorité d'indépendants dans le conseil d'administration. Et ça, c'est très courageux. C'est rare de trouver ça dans une société qui se permet de prendre le risque de donner la majorité aux indépendants. Ben, pour vous dire que ça marche très bien, on n'a jamais pratiquement voté. Enfin, on vote, bien sûr, pour la forme, pour le mettre dans un PV. Mais en général, quand on a une décision à prendre, on discute, on discute, on discute, pour arriver à un consensus à la fin qui, je considère, la meilleure solution pour nous. Et ça, c'est très important. Et dans le cadre de cette gouvernance, nous avons un CNR, comme toutes les boîtes qui se respectent. Donc un comité de nomination et de rémunération qui exige, qui a exigé depuis quelques années déjà, à ce qu'on ait un plan de relève. Un plan. Et le principe, on a dit qu'il faut descendre au moins à 3 niveaux. Je ne parle pas de la hiérarchie, de l'importance dans les C-level, etc., etc. Donc, les rangs dont j'ai parlé tout à l'heure. Je ne parle pas de l'organisation. Mais les gens importants de l'entreprise, à 3 niveaux, on doit absolument assurer la relève. D'accord ? Et donc, ce n'est pas uniquement à la tête, mais on descend 3 niveaux en dessous. C'est très important. D'ailleurs, quand on avait ouvert notre capital à 2 investisseurs en 2002, qui sont sortis en 2006, quand on a introduit la société à la bourse de Casablanca, cette introduction de 2 investisseurs institutionnels au sein du capital HPS a permis déjà, depuis 2002, à commencer à institutionnaliser HPS. Ce n'est plus une bande de copains, mais c'est une vraie institution. Et cet esprit a démarré à cette époque-là et il a continué à prendre de la maturité jusqu'à aujourd'hui, où on peut dire que HPS est une véritable institution. Aujourd'hui, la société est beaucoup plus forte que ses fondateurs. Elle dépasse largement. On a besoin plus de la société que des fondateurs et elle peut fonctionner, je dirais, à la limite sans ses fondateurs. C'est ça la vraie réussite en réalité. D'ailleurs, au niveau toujours de la gouvernance, il y a 3 ans, je pense il y a 3 ans, moi j'étais PDG depuis la création d'HPS jusqu'à il y a 3 ans. Alors c'est quand même un modèle intéressant en termes d'efficacité, parce que c'est beaucoup plus agile. On n'a pas besoin de... Les décisions peuvent être prises très très rapidement. Je l'ai dit tout à l'heure, je tenais toujours à avoir cette approche participative. Ce n'est pas parce que j'étais le seul responsable que je faisais tout seul. Donc ça, c'était la précaution à prendre. Et ça nous a permis d'avancer très vite, etc. Mais il y a 3 ans, on s'est dit, ça fait. On ne peut plus continuer comme ça. Il faut absolument splitter cette fonction en 2 fonctions. Donc on a d'un côté la présidence du conseil d'administration et de l'autre côté la direction générale. Donc moi, j'ai gardé la présidence, donc je suis toujours président de HPS, et on a nommé un des 4 fondateurs, Abdeslam Alaoui, qui est aujourd'hui, enfin depuis 3 ans et quelques, qui est le CIO de HPS, qui est le directeur général de HPS, et ça nous a donné cet équilibre. Et aujourd'hui, il est plus facile de remplacer un CIO, d'accord ? Et il est plus facile de remplacer un président que de remplacer un PDG. Et donc aujourd'hui, alhamdoulilah, on est bien avancé pour que l'institution continue à tourner sans aucun des quatre fondateurs. Harani, vous avez été président de l'APB, président de la CGEM, et donc vous avez, par la force de ces responsabilités-là, beaucoup apporté à l'écosystème technologique, entrepreneurial, PME, de l'entreprise marocaine. Qu'est-ce que vous conseillerez aujourd'hui à nos patrons, aux jeunes qui créent des entreprises, qui aujourd'hui essayent de se faire une place dans cet écosystème-là, par rapport à ces institutions à ces associations qui sont très, très importantes et qui peuvent justement énormément apporter, aider
comment ils peuvent en bénéficier, de quelle manière ils peuvent utiliser cet écosystème et s'insérer dedans? C'est une très très bonne question, effectivement. Je peux en parler parce que j'ai vécu dans un écosystème qui était très différent de ce qu'il est aujourd'hui. Par exemple, quand on avait créé HPS en janvier 1995, en février, la même année, on devait être dans un salon à Johannesburg. Et on avait un budget à peu près, il nous fallait à peu près 120 000 dirhams à l'époque pour avoir un stand, etc. Ouais. À l'époque, l'Office d'échange nous autorisait jusqu'à 20 000 dirhams par an. 6 fois moins ce dont on avait besoin pour un premier salon. Ouais. Donc, alhamdoulilah, aujourd'hui, on n'a plus cette contrainte-là. Quand on avait fait appel aussi à 2 investisseurs à l'époque, l'écosystème d'investissement était beaucoup plus, je veux dire, réduit que ce qu'il est aujourd'hui. Donc, alhamdoulilah, aujourd'hui, les jeunes qui veulent créer leurs propres entreprises peuvent quand même se dire qu'ils ont un peu plus de chance que nous, il y a 30 ans, par rapport à l'écosystème qui est beaucoup plus mûr et qui est beaucoup plus favorable à la création de l'entreprise et surtout à l'accompagnement et à la contribution de l'écosystème pour aider l'entreprise à évoluer et à se développer. Ouais. Ceci dit, notre expérience nous a montré que, quel que soit l'écosystème, on doit compter sur soi-même. C'est clair. C'est pas parce qu'il n'y avait pas l'office d'échange n'autorisait pas les 120 000 dirhams qu'on n'a pas été dans ce salon. On a été que dans ce salon. On a trouvé des solutions. Oui. Avec des amis qui nous ont aidés de l'étranger, qui ont payé pour nous, on les a remboursés. On a trouvé des solutions. Donc il ne faut jamais baisser les bras. Il ne faut jamais dire qu'on n'a pas ce qu'il faut, on manque de ceci, on manque de cela. Il faut faire avec ce qu'on a. Et en même temps, militer pour que ça s'améliore. C'est un peu ce que j'ai essayé de faire aussi bien au sein de l'APEBI qu'au sein de la CGM. Voilà. Au sein de l'APEBI, par exemple, je me rappelle très bien, on avait milité pour que l'administration marocaine augmente le pourcentage de son budget réservé à l'Haïti. Oui. On leur a dit, dépensez un peu plus s'il vous plaît, parce que ça va nous permettre d'avoir des marchés un peu plus gros et un peu plus importants en termes de chiffre d'affaires pour le secteur. Quand j'ai été à la CGM, c'était la même chose. Donc, nous militions toujours pour permettre à cette entreprise marocaine d'être la plus compétitive possible par rapport à ses pairs à l'étranger. Et donc, on a identifié un certain nombre d'améliorations que nous avons essayé de pousser. Les présidents qui m'ont précédé ont fait de même, ceux qui m'ont succédé ont fait de même, et ça continue. Donc, en fait, il faut d'abord compter sur soi-même, tout à fait. Dans tous les cas, sa propre expérience. Et en même temps avoir cet esprit, je dirais, collaboratif, non pas collaboratif, associatif peut-être, militant pour travailler et améliorer les choses, pour soi-même et pour ceux qui vont revenir après aussi. Donc cette approche double est nécessaire. Mais au-delà de tout ça, comme je l'ai expliqué un petit peu dans notre interview, le plus important pour moi dans un projet d'entreprise, c'est la vision. Ouais. Vous savez, quand on commence la mise en œuvre, la deuxième partie, avec une stratégie, comme j'ai dit tout à l'heure, dynamique, etc., on peut s'adapter, on peut faire des erreurs, corriger, etc. Mais on n'a pas le droit de faire une erreur au niveau de la vision. Parce que la vision, c'est une vision. Oui. C'est-à-dire, c'est où on veut aller. Exactement. Par exemple, je suis avec vous maintenant, quand je vais sortir, je vais aller chez moi. Si je ne sais pas que je vais aller chez moi, qu'est-ce que je vais faire? Prendre ma voiture, je vais tourner en rond. Exactement. C'est exactement ça. Il faut savoir où on va. Donc, si j'ai vraiment un conseil à donner, faites l'effort de bien définir votre vision. Et une fois que vous avez défini votre vision et que vous en êtes convaincu, partagez-la avec tous vos collaborateurs. Oui. Parce que tout le monde doit aller dans le même sens. C'est la qibla, quand j'ai dit tout à l'heure. C'est la boussole qui vous permet de vous orienter pour savoir où vous allez. Puis après, le terrain, il faut se débrouiller, il faut retrousser les manches, il faut saisir les opportunités, il faut faire face aussi aux contraintes. Et les contraintes, croyez-moi, les contraintes, en général, ce sont des opportunités qui sont cachées derrière. Je vais vous donner un exemple. Dans le cas d'HPS, aujourd'hui, on a à peu près 90%
mon chiffre d'affaires qui est à l'export. Et ça a été le cas depuis 30 ans. On a 90-10. 10% marché marocain et on est numéro 1 au Maroc. Hein. Ouais. C'est pas qu'on n'a pas une part importante, on a une part très importante, je ne la dévoilerai pas, mais on a une part très importante au niveau du Maroc, mais ça ne représente que 10%. Pourquoi ? Parce que quand on a lancé HPS, on avait déjà compris que le Maroc est un petit marché. Ouais. Et que si on veut faire une solution comme on l'a annoncé dans notre vision de classe mondiale, il faut absolument qu'on s'oriente vers l'étranger. Il faut qu'on aille chercher les marchés ailleurs. Ouais. Et donc ça nous a poussé, une contrainte, c'est une contrainte. Ouais. Petit marché, c'est une contrainte. Ouais. Ça nous a poussé à nous surpasser pour avoir une part de marché à l'extérieur. C'est ce qui nous permet aujourd'hui d'être présents dans plus de 100 pays. Cette vision du départ, cette motivation, c'est très important. Très important. Ça reste toujours l'arrière-plan, entre parenthèses, de toute l'évolution qui vient par la suite et de toutes les stratégies que vous pouvez construire, parce qu'elles ont un socle qui est là. Absolument. Et c'est vrai pour l'omniprojet de l'entreprise, qui a une durée de vie de 99 ans, hein, selon les statuts. Oui. D'accord. Il y a plein de projets. À l'intérieur de ce omniprojet, chaque projet doit avoir sa vision. Moi, je vous donne l'exemple. Quand je reçois une lettre de réclamation d'un client, pour moi, c'est un projet. La réponse à cette lettre, c'est un projet. Donc, je dois avoir une vision. Donc, je dois dire qu'est-ce que je veux par rapport à cette réponse. Est-ce que je veux écraser mon client ou je veux lui expliquer, ou là, je vais reconnaître notre tort. Quoi ? Ouais. Exactement. Et puis après, j'analyse les scénarios possibles. Si je lui dis ça, qu'est-ce qu'il va me répondre ? Et j'essaie d'avancer un peu 3 ou 4 niveaux en avance pour anticiper avant de dire voilà ce que je vais lui écrire. Parce que si je viens et je réponds comme ça, je n'aurai pas la même qualité de réponse. Ouais. Tout simplement. Tout à fait. Exactement. Donc il faut toujours avoir une vision. Même pour les petites tâches de quelques minutes. Il faut savoir qu'est-ce qu'on veut. Exactement. Et c'est encore plus vrai quand il s'agit de la société, de l'entreprise, qui a 99 ans d'âge, théorique. C'est une dynamique en réalité. Exactement. C'est-à-dire plus on s'habitue à la pratiquer justement dans les petites choses, plus ça devient tellement naturel, même pour les grandes réalisations. Et ça, c'est une vraie leçon. C'est une vraie leçon de vie, on va dire. Non, d'ailleurs, je ne sais pas si on peut en parler maintenant. Bien sûr. La notion de succès versus al-falah. Tout à fait. Je n'ai pas de traduction. Hein. J'ai essayé de trouver l'équivalent en français et en anglais. Il n'y en a pas. Il y a des mots composés qui ne veulent pas dire exactement la même chose. Alors, quelle est la différence ? Quand on parle de succès ou d'échec, en fait, c'est par rapport à un événement. Vous avez un micro-projet. Pour être plus précis par rapport à même la notion de projet, vous avez un micro-projet, vous avez des objectifs. Si vous arrivez à atteindre vos objectifs, vous avez réussi. Si vous n'atteignez pas vos objectifs, vous avez échoué. Donc l'échec ou le succès est événementiel. Le falah, lui, c'est différent. C'est sur le long terme. C'est une trajectoire. C'est-à-dire vous avez votre vision et vous devez la réaliser. Et vous fixez une trajectoire. Donc si vos actions de mise en œuvre derrière vous laissent toujours dans la bonne trajectoire et vous avancez, c'est que vous êtes en train d'aller vers Al-Falah, qui est une trajectoire. Si par contre vous réussissez des actions, mais qui vous font reculer ou qui vous font orienter vers le sens inverse de votre vision, vous avez réussi certainement votre action, mais vous n'êtes pas dans Al-Falah. Vous avez échoué par rapport à votre objectif de Falah, qui est une trajectoire. Une trajectoire qu'il faut optimiser. C'est-à-dire, d'ailleurs, quand on parle d'un chemin à parcourir, entre 2 points, je suis là avec ma vision et je veux la réaliser à terme, par exemple, dans 15 ans ou dans 20 ans. Ce chemin que je vais parcourir, je dois faire de telle sorte qu'il soit le plus court possible. Je dois l'optimiser. Puis ensuite, quand j'avance, je dois toujours me poser la question, est-ce que je suis dans la bonne trajectoire ? Et il peut arriver, ça nous est arrivé à HPS, de se trouver un petit peu décalé. Donc il faut en être conscient pour corriger le tir, qui est un effort, qui est un coût, et reprendre le chemin et avancer.
Et essayez de faire de ce chemin le chemin le plus court possible. Si vous pouvez faire une ligne droite, ça serait l'idéal, ce qui est presque impossible. Sirat al-Mustaqim, on en parle dans notre, d'ailleurs dans notre religion, Salat al-Fatiha, qui est obligatoire dans chaque rak'a, dans la prière. Et il y en a minimum 22 par jour. Donc 22 fois par jour, un musulman demande à Dieu de l'orienter vers le bon sens, le chemin le plus court. D'accord ? Le chemin le plus court. Le chemin de ceux qui vont gagner. Exactement. Et le chemin de ceux qui ne sont pas dans l'errance, qui sont perdus. Tout à fait. Et quand on dit perdu ou pas perdu, il faut avoir la boussole. Exactement. Donc la vision est extrêmement importante dans tout projet, aussi petit soit-il, aussi grand soit-il. Toutes ces notions, elles sont liées et convergent justement pour nous ramener vers ce chemin extraordinaire que le bon Dieu nous a... Voilà. Pour lequel il nous a donné tous les éléments. Hein, après, et la religion, c'est fonctionnel. Hein. Ça nous aide dans notre vie quotidienne. Effectivement. C'est fonctionnel. Bien sûr, il y a le côté spirituel. Ouais. C'est tant mieux. Mais au-delà du spirituel, il y a aussi la rigueur, il y a le réel, il y a la pratique. Il y a la fonction, le fonctionnel. Le fonctionnel et la mise en action. Et la mise en action. Tout à fait. Alors, on pourrait parler des heures et je pense qu'on a commencé avant et je suis sûre qu'on va continuer après ce bon moment de partage. Pour clôturer et pour notre audience, vous êtes grand-papa. Je suis grand-papa, oui. Voilà. 7 fois. 7 fois, machallah. C'est magnifique, le chiffre 7, déjà, pour moi, il est je ne l'ai pas choisi. Alors, au moins, voilà un domaine où je n'ai aucun choix. Et en fait, si aujourd'hui vous aviez une seule philosophie à transmettre à vos petits-enfants, quelle serait cette philosophie en fait? Bien sûr, il y a la vision, il y a avoir une vision, avoir cet objectif de falah, tout ça c'est extraordinaire et je pense qu'on n'a pas donné le temps à toutes ces notions-là et j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler lors d'une prochaine séance. Mais votre philosophie, ce qui vous a mené aujourd'hui à ce que vous êtes, ce qui a mené HPS à ce qu'elle est, ce qui a fait que vous avez été, vous avez guidé pas mal de personnes et vous avez aidé pas mal de personnes, ça serait quoi? Si on devait la résumer en un seul mot ou en une seule phrase, qu'est-ce que ça serait? Moi, je pense qu'il faut un petit peu faire confiance à son instinct. Ouais. Parce qu'il y a quelque chose en nous qu'on ne peut pas expliquer. Il y a des choix parfois dans la vie qu'on ne peut pas expliquer, donc il faut faire confiance à son instinct et l'assumer. Et puis après, il faut le gérer. Exactement. Il faut le gérer. Ouais. Et après, il faut vraiment le gérer avec la raison, de manière, je dirais, objective et rationnelle, dans la mesure du possible. Cela ne veut pas dire que dans toute la vie, on doit être trop sérieux. Moi, je ne suis pas trop sérieux. Il ne faut pas croire que je passe ma vie à calculer et à comparer, etc. Parfois, il faut se laisser aller aussi, d'accord ? Mais dans sa vie, dans les grandes décisions de sa vie, par exemple, quand un enfant va choisir une voie par rapport à une spécialité, par exemple, dans ses études, à un moment donné, il se sent orienté vers tel choix ou tel autre choix, il faut qu'il l'assume. Et les parents ne doivent pas négocier, à mon avis. Ouais. Ils peuvent l'aider, évidemment, mais il faut laisser le choix à l'enfant lui-même. Puis après, il faut que l'enfant, quand il a fait son choix, il faut qu'il l'assume. Il faut qu'il l'assume, il faut qu'il travaille pour réussir. Le travail, c'est obligatoire. Moi, je parle de travail juste. C'est-à-dire, quand je dis travail juste, je travaille par rapport à une vision, encore une fois, par rapport à un sens. Je donne du sens à mon travail. Je ne fais pas le travail juste pour le travail. Je le fais, je dois savoir pourquoi je le fais. Et en même temps, dois exceller dans mon travail. Je dois mettre toutes les chances de mon côté pour que mon travail soit le meilleur possible de ce que je suis capable de faire. Bien sûr, je ne peux pas donner plus que ce que je suis capable de faire, mais je dois faire l'effort de donner le maximum de moi-même. Et puis aussi à admettre de temps en temps un échec.
Parce que l'échec fait partie de la vie. Exactement. Et en fait, le succès par rapport à l'échec, le succès va vous renforcer, c'est tant mieux. Donc il faut espérer d'avoir beaucoup plus de succès que d'échecs. Ouais. Mais l'échec aussi va vous permettre d'apprendre de vos erreurs. Et c'est extraordinaire quand on sort d'une expérience qui se traduit par un échec, en fait, on sait plus. Ce qu'on a appris, quelque chose qu'on n'avait pas avant. Donc on a avancé. Et puis tout ça, il faut le faire par rapport à ce que je disais tout à l'heure, par rapport à une vision claire, par rapport à son projet, par exemple d'études, ou un projet d'entreprise, ou au projet de mariage, quand on veut se marier, etc., etc. Il faut savoir où on veut aller et essayer de ne pas le faire un petit peu sans sens. Il faut donner du sens à chaque fois à ce qu'on a envie d'entreprendre et travailler pour y arriver. Exactement, et profiter de la vie, entre parenthèses. Et il faut profiter de la vie aussi. De ce qu'elle nous amène, bien parce sûr. que justement, bien sûr. Vous l'avez bien dit, ce sont des choix, in fine. C'est-à-dire tout ce qu'on arrive à faire ou tout ce qu'on arrive à subir, c'est des choses qu'on a choisies, et le fait de les assumer, vous l'avez répété plusieurs fois, change complètement la façon dont on va les utiliser. Parce que quand on n'assume pas et quand on se plaint ou on se met dans un état de victimisation absolue, et malheureusement, on ne profite même pas ni de ces échecs, ni de ces succès, finalement. Donc, en tout cas, sur cette belle conclusion, ou en tout cas sur cette belle philosophie, on va finir notre merci beaucoup de m'avoir donné la chance d'échanger avec vous. Vraiment un plaisir, et je suis sûre qu'on aura une occasion encore de parler beaucoup plus de votre philosophie, de parler beaucoup plus de vos recherches, parce que je pense que c'est quelque chose qui va énormément intéresser, et j'espère qu'on aura l'occasion de le faire assez rapidement. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous pour votre présence. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Abonnez-vous, partagez cet épisode et rejoignez-nous pour la prochaine conversation sur CEO Enlightenment.